9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, le en même temps, on en parlait tout à l'heure. Il était organisé auparavant, maintenant il n'est plus organisé. C'est ce que vous disiez, Alex Darmon. Hein. C'est-à-dire que c'est les circonstances qui amènent à faire ça. Donc vous dites, vous êtes pessimiste, vous dites que ça ne va pas tenir. Hein. Mais non, mais déjà rien qu'à l'intérieur de la Macronie ou même de l'atalisme, maintenant je vais appeler ça. L'atalisme, ah oui. Non, mais vous avez des divergences. Cette semaine, on a vu le ministre de l'économie, le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, qui dit qu'il ne recevra pas le RN. Je peux vous dire que ça a fait des remous dans la majorité, l'ancienne majorité présidentielle. C'est voulu. Donc, et alors, qui était derrière, c'était Gabriel Attal. C'était Gabriel Attal. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, c'est ce qu'on peut comprendre. En tout cas, il y a une stratégie du chaos au sein même du gouvernement. Quand on nous parlait du en même temps avant, avec des ministres qui venaient de droite, de gauche, c'était assumé, c'était travaillé, c'était coordonné. Aujourd'hui, vous n'avez plus cette coordination dans ce gouvernement. Donc après, chacun fait comme il en veut. Le RN, donc évidemment, face à cela, a réagi, mais un peu mollement, Éric Tegner. Oui, hier, il y a eu justement l'audition du ministre de l'économie, Antoine Armand, hier. Et étonnamment, il y a eu des consignes qui ont été données justement par les députés du Rassemblement national. Je pense à Jean-Philippe Tanguy, qui préside justement ce groupe à la Commission des Finances, disant il faut épargner quand même Antoine Armand. Parce qu'il faut savoir qu'Antoine Armand, c'est quelqu'un qui originellement n'était pas dans cette logique de diabolisation du RN. Il pensait qu'il était plutôt du spectre républicain. Il était même considéré par certains RN comme un député à qui on peut parler. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de la majorité, il y a aussi un groupe d'une quarantaine de députés, plutôt de droite, qui eux, justement, veulent être le pendant de ce que faisait Sacha Houlié à l'époque, mais de façon plus discrète. Donc c'était une posture, en quelque sorte, alors aussi d'Antoine Armand. Alors il était sur France Inter, donc on sait que il voulait leur plaire. Forcément, non, mais il voulait des repères, l'appui, effectivement, peut-être d'auditeurs. Il a peur de faire une connerie, je pense. La peur, je pense, de dire une connerie. Ce qui montre ce que tu disais très bien, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Attal, il y a 6 mois, c'était vu comme le gars de centre droit. Et là, maintenant, ce gouvernement, en fait, il va être encore plus à gauche qu'avant parce que il est passé au centre-gauche et qu'en fait, il renforce ce pôle qui, à l'origine, était isolé avec un Sacha Houlié qui a fini quasiment tout seul. Et donc, il y a des gens comme Antoine Armand qui, d'un point de vue stratégique, alors qu'ils sont plutôt à droite, sont contraints, effectivement, d'aller dans la logique d'Attal. Parce que ça se passe au centre. Il vient de la gauche, quand même. Et dire que le gouvernement est de centre-gauche aujourd'hui... Cette gauche qui, avant, allait à droite. Maintenant, il repasse à gauche. C'est ça que je suis en train d'expliquer en même temps. Alex Darmon, Éric Tegner, le perdu en même temps, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce que, comme le dit persiflent certains, il va aller inaugurer des chrysanthèmes? Il va subir ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il va subir ce qui se passe politiquement dans son pays, en France, entre guillemets, et puis il va faire de la politique internationale. Et on va en parler dans un instant. C'est la transition. Mais le Figaro ce matin rapportait une phrase très drôle d'un conseiller élyséen qui disait c'est devenu notre René Coty à nous. Oui, c'est ça. Celui qui justement inaugure les chrysanthèmes. Oui, absolument. Mais je crois que ça vient d'un conseiller plutôt de chez François Hollande, non? C'est pas. Oui, pas François Hollande. Pardonnez-moi, vous avez raison, Patrick. Non, mais c'est vrai. Non, mais alors dans ce papier du Figaro, je vous invite à le lire. On apprend aussi que tout le monde, enfin beaucoup de conseillers, sont en train de faire leur carton à l'Élysée. Ils disent de toute manière, maintenant tout va se passer à Matignon. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'avant, ils avaient les super pouvoirs parce que vous savez, c'était des fameux conseillers partagés. On se retrouvait avec les mêmes à Matignon et à l'Élysée. Donc oui, beaucoup partent. Ceux qui se retrouvent renforcés potentiellement, ils disent c'est la cellule diplomatique parce que c'est le fameux domaine justement réservé ou partagé du président, et Alexis Kohler qui semble toujours quand même incontournable, renforcer cette situation. Lui-même qui connaît d'ailleurs très bien le directeur de cabinet de Michel Barnier parce que pour le coup ça c'est un proche, il faisait partie de l'équipe. C'est vrai. Non mais oui, de toute façon on va voir ce qui va se passer pendant 3 ans parce que le problème c'est que le pouvoir n'est plus à l'Élysée. Est-ce que ça va durer 3 ans? Mais on sera obligé. Ça sera obligé de durer 3 ans d'une façon ou d'une autre, à moins que le président de la République démissionne. Moi personnellement je n'y crois pas. Même s'il y a une dissolution dans les mois qui viennent, ce qui semble se dessiner, il n'y aura pas de majorité. Ou alors, vraiment, il faudra que la situation du pays ait changé. Quand vous voyez la trahison que certains ont ressentie par rapport au NFP et au Front républicain, je ne pense pas qu'on ait des taux aussi importants de vote dans les mois qui viennent. Alors justement, Emmanuel Macron, à l'international, ça reste l'une de ses zones de prédilection. Cette semaine, il était à l'ONU, à la tribune, avec d'autres grands chefs d'État, bien sûr, face aux guerres qui ont explosé quand même depuis 3 ans. Il y a l'Ukraine, c'est reparti aussi au Proche-Orient, Gaza bien sûr. Il a eu des mots très forts. On va les écouter. Et puis le Liban aujourd'hui qui est inflammable bien sûr. Tiens, Emmanuel Macron cette semaine. Il ne doit pas, il ne peut pas
y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël. Nous appelons avec force tous ceux qui leur en fournissent les moyens à cesser de le faire. Voilà. Et il a appelé également aussi à la fin de la guerre dans les territoires, à Gaza. Ouais. Hein, oui. Alex Darmon. Franchement, quelle mascarade. Excusez-moi, mais... Ah bon? Pourquoi? Bah oui, mais parce que ça veut dire quoi, c'est ce discours à l'ONU en disant il faut appeler Israël à la fin de la guerre. Enfin, la guerre, c'est le Hezbollah qui la déclenche le 8 octobre au lendemain des drames. Le Hamas, et puis le Hezbollah derrière aussi. Mais le Hezbollah, la guerre au Liban, en l'occurrence, c'est entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah, le 8 octobre au matin, tire quotidiennement, sans roquettes, sur Israël et force 100 000 personnes à se déplacer du nord d'Israël pour aller dans le sud, pour aller dans le centre. C'est aussi ça la guerre. Le Hezbollah, depuis le 8 octobre, déclare qu'il veut être en guerre contre Israël. Donc dire, on appelle Israël à mettre fin à la guerre, mais Israël n'a pas déclenché la guerre avec le Liban et ni avec le Hezbollah. Oui, mais aujourd'hui, évidemment, il y a une riposte qui est terrible avec des milliers de morts. Mais bien sûr, mais malheureusement, la guerre, c'est terrible. Ouais, non, mais je vous le dis comme je le ressens. Malheureusement, la guerre, c'est terrible. Que ce soit à Gaza, en Israël, au Liban, en Ukraine. La guerre, c'est terrible. Mais on ne peut pas tenir sur un pied d'égalité un pays démocratique comme Israël et un mouvement terroriste comme le Hezbollah. Il faut dire les choses. La France est un grand pays et aujourd'hui, la France ne tient pas son rôle à ce niveau-là. Éric Tegner? Mais c'est vrai que moi, quand je l'écoute, là, je me demande s'il veut succéder au pape François ou au Dalai Lama. C'est facile de faire des grandes incantations disant mettons fin à la guerre, etc. Moi, ce que je note, c'est un deux poids, deux mesures. D'un côté, on le voit très bien, par exemple, parce qu'il y a deux conflits aujourd'hui. C'est Israël-Gaza qui sont importants et l'Ukraine et la Russie. On voit que Vladimir Poutine a changé sa doctrine nucléaire quand même cette semaine, ce qui devrait quand même nous inquiéter, les signaux qui sont envoyés, avec un Emmanuel Macron qui soutient quand même d'une certaine façon avec ses alliés occidentaux la possibilité pour l'Ukraine de tirer directement justement dans le territoire russe. Donc cette sorte d'escalade, même si évidemment l'Ukraine se défend, ça n'a pas l'air de le déranger. En revanche, sur la question justement du Liban, d'Israël, là-dessus, il n'a pas du tout le même discours. Mais pourquoi? Pour aussi une logique électorale, d'un point de vue interne, etc. Parce qu'il a des pressions extrêmement importantes en France sur la politique par rapport justement à Gaza. Mais de toute façon, dire aussi que ça va s'arrêter face au Liban, c'est une guerre qui dure depuis des années. Ça fait depuis 2006 aussi qu'on est embourbé dessus, depuis 1982. Donc ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et le Hezbollah lui-même a un intérêt de toute façon à ce qu'il y ait un conflit. Et l'objet, ils disent tout à fait, il faut d'abord avoir une trêve à Gaza. Or, on sait très bien que vouloir une trêve à Gaza tout de suite, c'est aller dans les intérêts du Hamas. On va poursuivre sur justement les grands qui semblent impuissants quand même à l'ONU face à cela. On l'a vu, Israël, le Liban, Gaza, et puis l'Ukraine aussi. On entendra Zelensky tout à l'heure, et vous avez parlé de la stratégie de Vladimir Poutine. Évidemment, tout ça reste inquiétant. Alors il y a la perspective des élections américaines aussi, et évidemment ça va influer d'une manière ou d'une autre. Et les Chinois qui jouent leur jeu. On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec vous. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, on se dit les choses sans tabou. Et vous avez aussi, bien sûr, la parole 0826 300 300. Vous pouvez réagir. Vous avez déjà beaucoup réagi tout à l'heure en début d'émission avec Manu au standard. Éric Tegner et puis Alex Darmon, comme chaque vendredi, pour revenir sur l'actualité de cette semaine et du moment. On en a parlé, des grands de ce monde qui semblent impuissants à la tribune des Nations Unies. On a entendu Emmanuel Macron tout à l'heure, qui a refait une petite déclaration encore hier soir aussi au Canada. C'est ça, c'est cette nuit. Et Volodymyr Zelensky aussi, qui est venu toujours demander de l'aide. Alors il a eu une aide de Biden un peu limitée, puisque évidemment il y a les élections américaines qui arrivent. Tiens, on l'écoute justement, Zelensky. Je veux la paix pour mon peuple, une vraie paix, une paix juste. Et je vous demande votre soutien. Je demande à tous les pays du monde, nous ne divisons pas le monde. Je vous demande la même chose, ne divisez pas le monde. Soyez des nations unies. Voilà. Parce qu'il y a des divisions toujours, bien sûr, et des Nations Unies, elles sont de moins en moins unies, y compris à la tribune, bien sûr, là-bas. Alex Darmon. C'est pareil, quelle est la crédibilité aujourd'hui des Nations Unies? Enfin, quand on lisait des enquêtes sur les Nations Unies, on sait très bien que c'est devenu un lobby géant, quoi. Un lobby géant pour de simples partis et simples pays qui travaillent pour eux. Enfin, je veux dire, quand vous voyez que l'Iran peut présider une conférence pour le droit des femmes,
à l'ONU, excusez-moi, mais cette institution n'est plus crédible. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous savez, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une guerre mondiale sans le nommer. Parce que vous avez les conflits, que ça soit au Proche-Orient, que ça soit en Ukraine, aujourd'hui, on parlera de la Chine aussi sans doute après, mais il faut choisir son camp à un moment donné. Vous avez l'Occident contre la Russie. Et je pense que c'est aussi ça, l'erreur de la France et l'erreur du président de la République, c'est de ne pas dire clairement les choses. On parlait du en même temps au début de l'émission. Il l'a dit plus ou moins, non ? Mais non, mais franchement, je suis désolé, il s'affirme pas sur ce qui se passe au Proche-Orient. Par contre, il s'affirme sur ce qui se passe en Ukraine. Mais c'est deux visions qui sont complètement différentes. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'Emmanuel Macron, il fait du en même temps au niveau national, on en parlait en début d'entretien, et il en fait aussi au niveau international. C'est qu'il va dire ce que tout le monde va entendre à celui qui veut entendre. Hier, quand il est pris à partie au Canada par une femme qui lui dit qu'il fait rien pour Gaza, il répond mais on fait le maximum, on fait ce qu'on peut, mais en même temps il faut qu'Israël puisse se défendre. Mais en fait, il faut prendre parti quand vous êtes dirigeant, et il ne le fait plus, il ne le fait pas. Ouais. Éric Tegner, vous êtes d'accord avec cette vision des choses ? Il faut prendre parti à ce point-là ? Oui, il doit c'est plutôt arrêter de prendre parti et être libre aussi de certains intérêts électoraux et idéologiques français. Ouais. Non, moi, ce que je vois quand même dans ces deux grands conflits israélo-palestiniens et russo-ukrainiens, c'est le fait qu'en face de nous, il y a un front extrêmement homogène de gens qui globalement soutiennent la Russie. Et ils vont dire à quel moment l'Occident s'est insurgé, a délivré des milliards, etc. À l'Ukraine parce que l'Ukraine était bombardée, et se range aujourd'hui du côté israélien. Vous pensez à qui L'ensemble des pays aujourd'hui, globalement. L'argumentaire des pays africains aujourd'hui, c'est de dire en permanence... Oui, mais c'est parce qu'ils sont noyautés aussi par les Russes, quoi, non ? Mais ça n'empêche pas que c'est un discours qui pèse. Vous savez, depuis le début, les Russes, quand même, c'est pas une puissance aussi importante que ça. Il y a cette idée à chaque fois que l'Occident donne des leçons de morale et ne se les applique pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont repris l'argumentaire humaniste et ils ont dit oui, mais le vrai camp des humanistes aujourd'hui, ce sont les Palestiniens, ce ne sont pas les Israéliens. Et nous-mêmes, étant dans cette logique justement humaniste, on s'est retrouvés enfermés là-dedans parce qu'on a arrêté de faire la réelle politique ces dernières années. Et donc la même grille de lecture qui nous poussait à défendre en permanence, sans être sur une politique un peu à la De Gaulle de l'époque, l'Ukraine, où on n'allait pas être capable de se dire il faudra quand même un plan de paix, on peut pas laisser la Russie gagner, mais on peut pas la laisser perdre non plus. Ça s'est retourné contre nous sur le conflit israélo-palestinien, où là on est obligé de se retrouver à dire oui, il y a des morts à Gaza, mais vous savez, il n'y a pas le choix, c'est ça la guerre, etc. On se fait traiter d'hypocrite parce que en fait on se retrouve justement enfermé sur 30 ans de politique où à chaque fois on a fait des grandes leçons de morale, et derrière ils sont unis, ils sont en train de trouver de nouveaux plans. On le voit là avec le plan chinois, avec le Brésil, les pays du BRICS, l'Arabie Saoudite, etc., qui veulent pousser leur propre solution de paix justement en Ukraine. Justement, c'est une déclaration février 2022 auprès de l'Ukraine, et vous avez une déclaration de guerre de la part du Hamas, et aujourd'hui de la part du Hezbollah auprès d'Israël. La déclaration de guerre, c'est l'arrivée de l'État d'Israël dans les années 50. Vous savez, ils ont tous leur argumentaire. C'est une erreur, et c'est là où la France devrait plus parler à mon sens. Oui, merci Alex Darmon, donc la chaîne YouTube Les Indécis, et Éric Tegner, vous, le média Frontières, donc qui sort de terre, si je puis dire, après Livre Noir, et évidemment on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a une grande enquête sur les élections américaines qui arrivent. Et je pense qu'une grande partie, évidemment, du sort de la Russie et de l'Ukraine, et peut-être même aussi du Proche-Orient, va se jouer à travers les élections américaines. On aura l'occasion d'en parler sur Sud Radio. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman, tous les programmes, bien sûr, et puis la matinale demain du week-end avec Jean-Marie Bordry.